Annyeonghaseyo. Je m'appelle Emmanuelle, je suis française et j'habite à Paris. Je tire les cartes et j'enseigne le tarot à Paris depuis plusieurs années. Le tarot, c'est un outil étonnant, c'est plutôt bizarre. C'est un jeu de cartes, une suite de dessins, des bouts de carton imprimés. Et pourtant, il nous parle. Il nous permet de mieux comprendre les choses, il nous permet d'obtenir des réponses et surtout, on peut y trouver des informations qu'on ne connaissait pas. En réalité, si le tarot nous donne des réponses si riches, c'est parce qu'il s'appuie sur un système qui est lui-même très très riche. Ce système a été conçu et mis en place par une tradition de manière à ce que toutes les cartes puissent fonctionner ensemble et qu'on puisse en tirer des enseignements qui nous soient utiles. Ici, nous sommes à Paris et c'est à Paris qu'a été mis en place cette tradition. En réalité, le tarot est un jeu de cartes qui est né en Italie à la fin du XVe siècle, mais il est ensuite venu en France et c'est en France que les philosophes, les occultistes et les magiciens ont décidé de mettre en place le système que nous utilisons encore aujourd'hui pour le lire et pour faire de la divination. On a commencé à la fin du XVIIIe siècle avec un philosophe qui s'appelle Court de Guesblen, qui a eu l'idée de voir dans les cartes du tarot une représentation du chemin de l'existence, une représentation de la manière dont nous pouvons vivre au mieux notre vie. Et ensuite, les Français ont continué à travailler sur ce problème jusqu'à obtenir un système qui soit suffisamment cohérent pour que tout se tienne, pour que tout puisse fonctionner ensemble. Et c'est la perfection de ce système-là qui nous permet aujourd'hui de nous en servir, alors même que nous tirons les cartes au hasard et que nous sortons des combinaisons qui n'ont pas été prévues. Ce sont les philosophes français qui ont décidé que le tarot, qui à l'époque était le tarot de Marseille, contiendrait un système avec des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Ce sont eux qui ont décidé, ce qu'on fait encore aujourd'hui, que les arcanes mineurs du tarot représenteraient les éléments du monde, alors la passion pour les bâtons, l'émotion pour les coupes, l'intellect et le mental pour les épées et le matériel pour les deniers, ce sont des éléments qui viennent de cette tradition-là. En 1910, le magicien anglais Arthur White a eu une très bonne idée. Il a reconnu le fait que le tarot de Marseille fonctionnait bien et qu'il nous donnait des réponses intéressantes. Et il s'est dit que peut-être il pouvait l'améliorer. Alors, il a pris le même système, la tradition française du tarot, il l'a résumé et il en a fait ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Rider-Waite. Ce sont les mêmes cartes, sauf que les arcanes mineures qui étaient abstraites dans le cas du tarot de Marseille sont aujourd'hui illustrées par des dessins qui en représentent les significations. C'est donc cela que nous utilisons quand nous lisons le tarot. Nous utilisons un tarot qui est d'apparence moderne, d'origine anglaise, mais qui se base sur un système et sur une tradition française beaucoup plus ancienne. J'ai appris à tirer les cartes en me basant sur la tradition ésotérique française, parce qu'elle est la plus authentique, la plus solide et la plus correcte. Je tire aussi les cartes avec une pratique à l'américaine parce que c'est la plus efficace pour répondre à des questions concrètes et pour traiter des cas réels. Elle permet de donner des solutions utiles à n'importe quelle personne qui vient avec une question sur sa vie. Ce cours s'adresse à ceux qui veulent faire passer leur pratique au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau professionnel, au fait de tirer les cartes pour quelqu'un d'autre, en restant toujours concret, pratique et utile. Nous allons donc voir comment passer de la théorie, qui est un peu abstraite, à la pratique concrète, en situation, face à une personne, devant une question réelle. Ce cours va vous montrer comment faire pour traiter les problèmes qui arrivent, pour traiter les questions qui reviennent le plus souvent, en vous donnant les outils, les méthodes et les techniques. Vous allez voir la suite des questions qui reviennent le plus souvent avec des tirages spécialement conçus et optimisés pour y répondre. Vous allez voir comment on sort un problème d'un tirage pour le résoudre. Vous allez voir comment on lit les cartes ensemble et comment on les rattache à une situation réelle. Alors si vous voulez apprendre à lire le tarot de la manière correcte, la plus pratique, la plus utile et surtout la plus efficace, c'est ce cours qu'il vous faut. Alors une autre question qui est souvent angoissante, est-ce que je vais trouver un travail ? Ça, c'est loin d'être évident quand on est au chômage et qu'on a besoin d'argent rapidement pour continuer à vivre. Un tirage de tarot, ça peut aider à ce moment-là à corriger le tir si besoin pour que la recherche d'emploi soit plus efficace. Ça peut aussi nous sauver du découragement parce qu'il n'y a rien de plus déprimant que d'accumuler les réponses négatives quand on est dans une recherche d'emploi. Voici un tirage qui est particulièrement efficace. Il permet de bien voir l'avenir professionnel qui se prépare, tout en décrivant clairement la situation présente pour le consultant, de façon à ce qu'il puisse faire tourner la roue en sa faveur. Alors, on commence par mon objectif professionnel, pour mettre des mots dessus pour que ce soit explicite. Ensuite, mes compétences professionnelles. Ensuite, on va faire apparaître une aide extérieure. On va faire apparaître un danger à éviter. Ce à quoi je peux m'attendre dans ma recherche.
et mon avenir professionnel au plus long terme. Si la carte de ce à quoi je peux m'attendre est ambiguë, on pourra la clarifier en la recouvrant pour demander un conseil. Mais ça dépend de ce qui va tomber. Alors, par exemple, mon objectif professionnel. Cet objectif-là, le cavalier de denier, celui qui fait bien son travail, il va représenter la sécurité, une certaine stabilité financière et surtout l'amour du travail bien fait. Le cavalier de denier, c'est celui qui avance à son rythme pour que les choses soient bien faites. Ma compétence. La reine de bâton représente le fait qu'on a un consultant ou une consultante qui plaît bien aux autres. On aime bien travailler avec cette personne, elle sait bien se faire suivre d'une équipe, sans doute parce que les autres ont spontanément envie de travailler avec elle. C'est une personne agréable et elle sait séduire, elle sait motiver. Une aide extérieure. On a un cavalier de bâton. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a un élément commun entre ces deux-là. Donc on pourrait se dire, qu'est-ce qui pourrait t'aider extérieurement dans ta recherche d'emploi? Peut-être quelqu'un qui fait déjà le même type de travail. Et avec cette reine de bâton qui est séduisante et qui sait entraîner les autres avec elle, on pourrait se dire par exemple, c'est un travail de management, c'est un travail où il faut s'occuper d'une équipe, dans une petite agence par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui est passionné par un projet, qui pourrait plaire aussi à notre consultant. Et ça se trouve, exprimer cet intérêt pourra peut-être donner lieu à une collaboration intéressante. Quel serait l'obstacle? Là, on a la reine d'épée. La reine d'épée représente toujours la pensée analytique, la capacité à bien objectiver les choses. Peut-être que, comme obstacle, ce serait que le projet dont s'occupe ce cavalier aurait besoin de quelqu'un qui soit plus analytique que passionné, justement. Sans doute pour compenser, sans doute pour redresser les finances de la boîte, parce que lui est pas du tout en train de s'occuper de lignes de fichiers Excel, de budget, de finances, etc. Il est en train de s'occuper de faire avancer le projet. Peut-être que notre consultante peut essayer d'améliorer ça chez elle, son côté analytique. Peut-être qu'elle peut se présenter comme un peu plus posée. Ensuite, ce à quoi elle peut s'attendre dans sa recherche. Elle tire la roue de la fortune. Et on remarque qu'il y a encore une autre épée. La roue de la fortune, bon, il y a la fortune dedans, mais il y a quand même l'idée que ça fluctue, que les choses vont tourner, que les choses avancent. Alors, dans le cadre d'une recherche d'emploi, ça n'est pas la même énergie, par exemple, qu'un empereur qui poserait un contrat stable sans problème. La roue de la fortune, c'est plutôt l'idée que notre consultante va obtenir, par exemple, plein de missions freelance qui vont lui arriver un peu au hasard de la fortune. Ça, c'est bien pour elle, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas dans le manque, elle n'est pas dans la difficulté. On aurait eu un 5 de denier ou quelque chose comme ça, mais ça n'est pas suffisant pour elle, parce qu'on a vu au début que son cavalier de denier voulait un contrat solide et durable. Alors, c'est le moment de demander le conseil. Et elle tire le 2 de bâton, qui représente le fait de mettre en place une stratégie. Peut-être que ce serait intéressant pour elle de ne pas prendre toutes les missions qu'on lui propose justement au hasard de la fortune, mais plutôt de choisir celles qui vont l'amener à travailler soit avec le même client, soit avec le même réseau de clients. Je dis ça parce que la roue de fortune, on sait que c'est une carte double. On sait que c'est une carte qui représente le fait d'être emporté par les circonstances. On sait que c'est une carte qui représente le fait d'aller de moins en moins bien, de se retrouver emporté par des circonstances négatives, comme le serpent sur la gauche de la carte, ou d'aller de mieux en mieux, de se retrouver emporté par des circonstances positives, comme cette espèce d'animal à tête de chien qui est apporté sur la droite de la carte. Mais dans tous les cas, ces deux-là sont victimes des circonstances. Dans tous les cas, ces deux-là vont se retrouver emportés et celui qui monte va finir par se retrouver à descendre puisque la roue est circulaire. Et la deuxième partie de la carte, c'est le sphinx qui est bien assis, bien stable en haut, avec son épée, muni de son épée, qui nous rappelle la reine d'épée juste avant. Donc, le sphinx de la roue de fortune, nous savons qu'il est là pour nous dire « Attention, si tu ne veux pas être victime des circonstances, si tu ne veux pas être emporté par la roue comme les deux autres, il va falloir que tu tranches. Il va falloir que tu utilises ton jugement pour déterminer ce que tu vas accepter et ce que tu vas refuser. » Et là, nous avons deux cartes de part et d'autre de cette roue qui vont bien ensemble. L'idée que ce serait peut-être bien qu'elle maximise un petit peu son côté analytique. De l'autre côté, ce serait peut-être bien qu'elle mette en place une stratégie. Cette stratégie va être celle qui va lui permettre de ne pas accepter toutes les missions, de ne pas accepter n'importe quoi, de ne pas accepter tout ce que la roue lui amène, mais de trancher, suite à son jugement,
pour ne prendre que les missions qui vont l'amener à travailler avec le même client ou avec le même réseau de clients. Le but, ce sera que son CV ne parte pas dans tous les sens, qu'il soit cohérent, qu'il soit direct et qu'on ait envie de l'embaucher. Alors, suite à ce conseil-là, est-ce qu'elle va réussir à être embauchée ou pas? À ce moment-là, on peut ajouter une carte et là, on voit que c'est positif pour elle puisque le soleil représente l'épanouissement. Si à la fin, on tombe sur une carte de blocage, il va falloir comprendre pourquoi et trouver une stratégie pour l'éviter. Donc là, on a un tirage positif, la question ne se pose pas, mais on peut toujours trouver des cartes qui nous arrêtent. Par exemple, si on tombait sur un 3DP à ce moment-là, on voit quelqu'un qui est déçu, ça marche pas. Sans doute à cause de la reine d'épée tout à l'heure, qui dit « tu n'as pas assez tempéré cette faiblesse-là ». Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, il va falloir trouver comment éviter ce problème-là. Donc on peut rajouter une carte pour demander comment. Si elle tire le pape, on voit le pape est en position d'enseignant, un enseignant qui transmet un savoir, un enseignant qui est écouté par les autres. Dans le cadre professionnel, ça marche bien pour représenter une formation. Et là, on voit bien que, logiquement, ça commence à se tenir, puisque cette carte-là, la reine d'épée, était en train de pointer une faiblesse. Donc ce serait peut-être important que notre consultante suive une formation dans ce domaine-là. Et qu'est-ce qui va se passer si elle suit cette stratégie-là, et que par une formation, elle maximise ses capacités d'analyse, ses capacités de management, on va dire ses capacités de gestion de projet dans le dur? Et bien là, à ce moment-là, on peut avoir quelque chose de positif. Donc voilà comment on peut éviter un blocage. Il ne faut pas prédire à la personne que de toute façon, elle ne va pas y arriver, parce que ça la démotiverait. Quand on voit un blocage, on comprend pourquoi, et on trouve la manière de donner à la personne les clés pour en sortir.